Bonsoir chers auditeurs du soir. Ce soir je vous propose une toute petite histoire, un peu comme une friandise nocturne. C'est une histoire qui m'est venue il y a quelques années. Courte mais surprenante. Un univers différent de mes histoires précédentes. Je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne écoute. Ernest. Et pensez à liker cette vidéo, ça m'aiderait à faire connaître mes histoires. Merci d'avance. Chapitre 1. Un prix trop beau pour être vrai. Ça avait commencé par une annonce. Une maison à vendre à un prix si bas que j'avais cru à une erreur. 3 chambres, un vaste salon et surtout un jardin. L'un de ces jardins qui évoquent les rêves d'enfance avec des arbres centenaires et des recoins ombragés. Ce genre de bien ne reste jamais longtemps sur le marché. Mais là, elle était là, depuis des mois. C'était incompréhensible, presque suspect. Pourquoi personne n'en voulait? Cette question me trottait dans la tête, mais je l'avais vite balayée, pris dans l'excitation d'avoir enfin ma maison. Cette maison, c'est une aubaine. Vous ne trouverez rien de comparable dans tout le quartier, avait dit l'agent immobilier avec un sourire crispé, trop figé pour être naturel. Ses yeux, cependant, évitaient soigneusement de croiser les miens, préférant se concentrer sur les papiers qu'il étalait devant moi. Il parlait trop vite, comme s'il voulait en finir au plus vite, et ça m'avait mis la puce à l'oreille. J'avais hésité une seconde, mais l'idée d'avoir une maison à moi avait balayé mes réticences. Je m'étais dit que les murmures sur des fondations instables ou une histoire ancienne étaient des rumeurs exagérées, que les gens aiment amplifier les choses. Ce genre de peur irrationnelle n'était pas pour moi. Pourtant, cette même pensée revenait, agaçante, comme un insecte bourdonnant trop près de l'oreille. Pourquoi était-elle restée invendue si longtemps? Dès mon installation, j'avais remarqué cette étrange atmosphère. Un silence pesant étouffait les bruits habituels d'une maison vivante. Pas de craquement familier, pas de grincement de porte. Les murs semblaient trop épais, comme s'ils retenaient tout bruit venant de l'extérieur. C'était trop calme. Un calme qui, au lieu de rassurer, me mettait mal à l'aise. La première nuit, j'avais entendu ce que j'avais pris pour un souffle, léger, régulier, une illusion auditive, ai-je pensé, causée par ma fatigue. Mais cela m'avait empêché de dormir paisiblement. Les jours suivants n'avaient pas été beaucoup mieux. Il y avait une drôle de façon qu'avait la lumière de se répandre dans la maison. Certaines pièces semblaient étrangement sombres, même en plein jour, comme si les murs avalaient les rayons du soleil. Je m'étais convaincu que c'était à cause de la peinture ou des rideaux trop lourds, mais cette explication ne suffisait pas à faire disparaître mon inconfort. Puis, une semaine après mon arrivée, les bruits ont commencé. D'abord faibles, presque imperceptibles. Des gémissements qui semblaient venir de sous le plancher. Je m'étais convaincu que c'étaient les lames du parquet qui travaillaient, une conséquence naturelle de l'humidité ou des variations de température. Mais au fond de moi, quelque chose me murmurait que ce n'était pas aussi simple. Ces sons n'étaient pas aléatoires, pas comme des craquements ordinaires. Ils avaient un rythme, une sorte de régularité sinistre qui me laissait une impression de malaise persistant. Certains soirs, ils semblaient presque proches, comme si quelque chose rampait juste sous mes pieds. Et malgré toutes mes tentatives pour rester rationnel, une question s'imposait à mon esprit. Qu'ai-je vraiment acheté ?
Chapitre 2. Les murmures sous le plancher. Chaque soir, je m'installais dans le salon, face à la télévision. C'était devenu une routine. Rien d'extraordinaire, juste le confort ordinaire de mon vieux canapé, le murmure de la télé en bruit de fond et un verre à la main pour accompagner mes soirées, jusqu'à ce que tout change. Ce soir-là, alors que j'étais plongé dans un film, j'ai entendu un murmure. Pas un bruit vague ou lointain, non. Une voix claire, venue de nulle part. Aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai faim. Le souffle me manqua. Figé, je suis resté quelques secondes immobile, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Puis, en un élan de panique, j'ai bondi hors du canapé, attrapé mes clés, ma valise préparée à la hâte, et claqué la porte derrière moi. J'ai conduit jusqu'à un hôtel, les mains moites sur le volant, l'esprit tourmenté par ces mots répétés comme une litanie dans ma tête. Dans le lit de l'hôtel, je n'ai pas trouvé le sommeil. Le lendemain matin, fatigué mais résolu, je me suis présenté à l'agence immobilière. « Vous m'avez arnaqué. Cette maison, elle est hantée. » Je le savais. L'agent immobilier, impassible, haussa les épaules. « Allons, monsieur, » a-t-il dit avec une pointe d'agacement. « Vous ne pouvez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Vous avez payé cette maison à un prix défiant toute concurrence. Il fallait bien qu'elle cache quelque chose. » Je suis resté sans voix. L'agent immobilier a poursuivi. « Ce ne sont que des esprits, rien de physique. Vous ne risquez rien, croyez-moi. » Furieux, j'ai quitté l'agence en claquant la porte, résolu à ne plus jamais croiser cet homme. De retour à l'hôtel, j'ai fait une pause pour réfléchir. La situation était invivable, mais je ne pouvais pas m'éterniser à l'hôtel. Cela coûterait trop cher. Après quelques recherches, j'ai acheté un livre sur les spectres. À travers les pages jaunies, j'ai trouvé une vérité rassurante. Rien ne prouvait l'existence des fantômes. Et s'ils existaient, ils étaient inoffensifs. Ragaillardi, j'ai décidé de retourner à la maison. Mais cette fois, je n'étais pas seul. J'ai ramené une panoplie complète de protection, de l'ail pour chasser les mauvais esprits, des crucifix accrochés au mur, une Bible sur la table de nuit et un flacon d'eau bénite soigneusement rangé dans ma poche. La première nuit fut calme. Pas un bruit, pas un murmure. Au matin, j'étais presque euphorique. Les esprits avaient dû fuir devant mon arsenal. Le soir suivant, j'ai voulu fêter cette victoire en m'accordant un verre de champagne. Je me suis installé sur le canapé, savourant enfin le silence apaisant de la maison. Mais lorsqu'il m'a fallu attraper une nouvelle coupe, mon bras a heurté maladroitement la bouteille qui a roulé et renversé sa boisson sur le plancher. Grognant de frustration, je me suis mis à genoux pour essuyer le parquet. Et c'est alors que je l'ai entendu de nouveau, la même voix, au même endroit. « Aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai faim. » Mais cette fois, quelque chose était différent. La panique était moins forte. La voix n'était pas effrayante. Elle semblait presque humaine, douce, suppliant. La curiosité a remplacé peu à peu la terreur. Et si, ai-je pensé, le cœur battant, cette voix ne semblait pas venir d'ailleurs, mais directement sous le plancher, juste au milieu du salon, comme si quelqu'un était enfermé là, quelque part en dessous. Malgré l'heure tardive, je n'ai pas attendu le matin. Poussé par une impulsion que je ne pouvais réprimer, j'ai attrapé une pioche dans le garage et commencé à creuser un trou en plein milieu de mon salon. Cela semblait absurde, mais j'étais convaincu que j'allais trouver quelque chose, quelqu'un.
La première couche de parquet s'est brisée facilement. Le bois était vieux et fragile. Mais lorsqu'il a fallu affronter une surface grise et dure, j'ai compris que la tâche serait plus ardue. Du béton. L'effort allait être long et épuisant. Pourtant, je ne pouvais plus m'arrêter. La nuit allait être longue. Chapitre 3. La rencontre. Après 2 jours à creuser, à faire des allers-retours entre le jardin et les 3 mètres de profondeur, je n'en pouvais plus. Mes bras étaient lourds, mon dos brisé, et chaque coup de pioche me rappelait que j'étais au bord de l'abandon. J'avais transformé mon salon en un cratère immense. Une échelle descendait à plus de 3 mètres, et j'avais dû installer des éclairages un peu partout pour ne pas sombrer dans l'obscurité. On aurait dit une fouille archéologique improvisée, un chantier absurde au milieu de ma maison. Et finalement, juste au moment où j'allais abandonner, la pioche rencontra quelque chose, un bruit différent. Pas le choc sourd de la terre ou la résistance froide du béton. C'était un objet, fabriqué par l'homme, enterré profondément sous ma maison. L'adrénaline me redonna des forces. J'ai creusé avec frénésie, dégageant l'objet petit à petit. Et là, dans cette fosse éclairée par des lampes vacillantes, je l'ai vu, un cercueil, 10 pieds sous mon salon. Je me suis empressé de dégager les derniers amas de terre, mes mains tremblant d'excitation et de peur. Le bois du cercueil était ancien, solidement construit, mais usé par le temps. Je l'ai nettoyé du mieux que j'ai pu, essuyant la poussière et la crasse. J'ai suspendu une lampe de fortune au-dessus, projetant des ombres angoissantes sur les parois du trou. Il n'y avait pas de marqueur d'identification, pas de nom, rien qui puisse me dire à qui il appartenait ou depuis combien de temps il était là. Le seul indice était un cadenas rouillé, fixé sur le côté, un cadenas sur un cercueil. Quel mystère cela pouvait-il cacher? Pourquoi verrouiller un cercueil alors que la personne à l'intérieur est supposée être morte? Lorsque j'ai touché le cadenas, il s'est brisé en un instant, comme si le temps avait déjà fait tout le travail. Prenant une profonde inspiration, je me suis calé sur mes nerfs et j'ai attrapé le bord du couvercle. Avec un effort nerveux, j'ai donné un coup sec. Le cercueil s'est ouvert. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Une jeune fille reposait à l'intérieur, belle mais terrifiante dans son immobilité. Ses yeux étaient enfoncés, sa peau si pâle qu'elle semblait presque translucide. Sa poitrine restait immobile, comme si la vie avait quitté son corps depuis longtemps. Pourtant, je savais que c'était elle, la source de la voix. Mes mains tremblaient alors que je tendais le bras pour toucher sa joue. Sa peau était froide, moite, une sensation étrangement dérangeante, comme si je touchais quelque chose de mort depuis des années. Un frisson parcourut mon échine et je retirai ma main aussitôt. C'était trop. Je refermai le cercueil, déconcerté, la tête pleine de questions et de peur. J'étais allé trop loin. Il était temps de partir, d'oublier cette folie et de remonter dans le monde normal. Je me suis levé, prêt à partir. Mais une voix m'a arrêté net. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai tellement faim. Je me suis figé. Mon corps entier s'est tendu, incapable de bouger. Lentement, je me suis retourné. Le cercueil était à nouveau ouvert. La jeune fille était toujours là, immobile, mais ses yeux étaient ouverts maintenant. 2 pupilles rouges, étincelantes dans la pénombre, fixées directement sur moi.
Je me suis mis à reculer, lentement, mes jambes tremblant sous moi. Elle ne bougeait pas. Alors, avec un courage insensé, j'ai tenté ma chance. Je me suis retourné et j'ai grimpé l'échelle aussi vite que je le pouvais. Chaque barreau me rapprochait de la sortie, de la lumière rassurante de mon salon. Mais juste au moment où ma tête passait par-dessus le bord, je l'ai senti. Une pression froide autour de ma cheville. Horrifié, j'ai baissé les yeux. Elle était là, debout. Ses doigts glacés tenaient ma cheville avec une force implacable. S'il vous plaît. Sa voix douce mais tranchante, révélant des dents bien trop longues pour être humaines. J'ai crié, essayant de me libérer, mais un seul coup sec m'a fait basculer en arrière. Je suis tombé dans le trou, atterrissant sur le cercueil. L'impact m'a coupé le souffle. Et avant même que je puisse réagir, elle était là, ses yeux rouges brillants se plantant dans les miens. Le monde est devenu noir. Épilogue. Contre toute attente, elle m'a expliqué qu'elle était piégée là depuis 40 ans et qu'elle voulait simplement se nourrir pour survivre. Lorsque nous avons fait connaissance, après qu'elle ait eu sa dose de sang, elle s'est révélée beaucoup plus sympathique. Et en plus, elle est jolie. Il s'avère qu'elle avait été réveillée par le bruit de la télé. Imaginez ça, 40 ans enfermée sous le sol de ma maison. C'est bête, mais plutôt une bonne surprise pour moi. Aujourd'hui, ça fait une semaine que nous sortons ensemble. Bon, c'est vrai, elle est encore un peu sauvage, mais je suis sur la bonne voie pour la changer. Elle s'est même excusée de m'avoir fait peur et d'avoir pris un demi-litre de mon sang. Mais ça va, sincèrement, et franchement, ça en valait le coup. Aujourd'hui, je peux enfin le dire. Je suis en ménage et heureux. Mon ange, je t'ai pas dit, mais ma famille est sous la salle de bain. Ah zut, c'est pas vrai.